Je m'appelle Chloé Anderson. J'ai 35 ans et pendant près d'une décennie, mes parents m'ont traité comme l'échec le plus embarrassant de la famille. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais pendant les semaines où je disparaissais pour des affaires de fraude, ni ne se sont souciés que mon ennuyeux travail de bureau ait aidé à mettre des voleurs derrière les barreaux. Pour eux, j'étais la fille sans véritable carrière, sans avenir, et sans rien qui mérite le respect. Puis, à 7h42 un jeudi matin, ma grand-mère m'a envoyé 5 mots. Les roses bleues se meurent. Pour n'importe qui d'autre, cela semblait anodin. Pour moi, c'était le code de détresse que nous avions créé des années plus tôt. Un code qu'elle avait promis de n'utiliser que si elle était contrôlée, menacée, ou empêchée d'appeler à l'aide. J'ai contacté les services d'urgence tout en enfilant ma veste, et j'ai expliqué pourquoi une femme âgée pouvait être en danger. 10 minutes plus tard, je me tenais sur le porche de mes parents, avec 2 policiers à mes côtés. Mon père a ouvert la porte, affichant la même expression amusée qu'il utilisait chaque fois qu'il me traitait d'inutile. Ma mère est apparue derrière lui, serrant le téléphone de ma grand-mère dans une main, et un dossier de papier juridique dans l'autre. Aucun des deux n'a semblé effrayé, jusqu'à ce qu'un officier demande à voir grand-mère seule. Alors, le sourire de mon père a disparu. Ma mère a reculé, et quelque chose de lourd s'est écrasé dans la pièce verrouillée au bout du couloir. Ce que nous avons trouvé derrière cette porte a exposé bien plus que de la cupidité. Cela a révélé que ma grand-mère se préparait pour ce jour depuis bien plus longtemps que nous ne l'imaginions. Avant que je vous dise ce que mes parents ont dit et ce qui s'est passé quand la vérité a éclaté, dites-moi quelle heure est-il là où vous êtes, d'où regardez-vous, et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'officier le plus proche de moi, le sergent Elena Ruiz, a levé une main et a dit à mon père de rester où il était. C'est à ce moment-là que j'ai finalement utilisé son prénom. Brian, éloigne-toi du couloir. Il m'a dévisagé comme si j'avais parlé dans une langue qu'il ne comprenait pas. Ma mère, Diana, s'est remise plus vite. Elle a posé le téléphone, écran vers le bas, sur une console et a souri aux officiers avec une sollicitude étudiée. C'est un malentendu. Ma mère souffre de démence, et Chloé a toujours été théâtrale. Le mensonge a été livré si fluidement que, pendant une seconde dangereuse, la scène ressemblait exactement à ce que mes parents voulaient. 2 aidants épuisés, harcelés par une fille instable. J'avais enquêté sur suffisamment de plaintes mises en scène pour reconnaître la technique. Donner aux gens une histoire simple avant qu'ils n'aient le temps d'étudier les preuves, et beaucoup l'accepteront, car la simplicité ressemble à la vérité. Un deuxième bruit sourd a retenti de la pièce verrouillée. L'officier Grant a dépassé Brian, a trouvé la clé déjà dans la serrure à l'extérieur, et a ouvert la porte. Ma grand-mère, Ava Anderson, était assise par terre à côté d'une chaise renversée. Elle portait un cardigan malgré la chaleur estivale. Une de ses manches était remontée, révélant un hématome sombre autour de son poignet. Une pile de papier gisait éparpillée près de ses pieds, chaque page marquée d'onglets jaunes. Elle m'a regardé, puis les officiers, et a pressé 2 doigts contre son cœur. Ce petit geste était notre signal de confirmation. Elle avait envoyé le code intentionnellement. Elle n'était pas confuse. Diana s'est précipitée en avant, mais le sergent Ruiz l'a bloquée. « Madame, veuillez rester dans le salon. » Brian a commencé à parler plus fort que tout le monde. Il a dit qu'Ava était tombée, que la porte était verrouillée parce qu'elle avait tendance à errer, que l'hématome venait de ses anticoagulants, et que j'avais manipulé une femme âgée parce que je voulais un héritage. Il construisait ses défenses avant même que quiconque ne l'ait accusé d'un crime. Je l'ai remarqué immédiatement. Ruiz aussi. Je me suis agenouillée à côté de grand-mère sans toucher les papiers. « Es-tu blessé ?» « Mon poignet, dit-elle doucement. Et il ne voulait pas me laisser sortir. L'atmosphère de la pièce a changé. Les officiers ont cessé de traiter l'appel comme un simple désaccord familial, et ont commencé à considérer la maison comme une scène de crime potentiel. Grant a photographié la serrure extérieure. Ruiz a demandé à Ava si elle voulait une assistance médicale, et si elle se sentait en sécurité pour nous parler. Grand-mère a répondu oui à la première question, et non à la seconde. Diana a qualifié cela de ridicule. Brian a appelé ça une trahison.
Aucun d'eux n'a demandé si Ava souffrait. Alors que les ambulanciers étaient appelés, Ruiz nous a séparés. Je me tenais près de la fenêtre du salon, pendant que Grant interrogeait mes parents dans la cuisine. À travers l'embrasure de la porte, j'ai entendu Diana me décrire comme étant sans emploi, aigrie, et obsédée par les histoires de crimes. Elle n'avait aucune idée que j'étais titulaire d'une licence dans 3 États, que je menais des enquêtes complexes sur la fraude pour une compagnie d'assurance nationale, ou que j'avais témoigné en tant que témoin expert. Mes parents avaient décidé qui j'étais il y a des années, et ils rejetaient chaque fait qui menaçait le rôle qu'ils m'avaient assigné. Grand-mère a été examinée dans la chambre d'amis, la porte ouverte. Elle a dit à Ruiz que Brian et Diana avaient emménagé chez elle 8 mois plus tôt, après avoir prétendu vouloir l'aider à se remettre d'une opération de la hanche. Au début, il la conduisait à ses rendez-vous et organisait ses médicaments. Puis ils ont commencé à ouvrir son courrier. Ils ont changé le mot de passe de ses services bancaires en ligne, annulé des déjeuners avec ses amis, et dit à la famille qu'elle devenait oublieuse. 2 semaines plus tôt, Brian l'avait emmenée chez un notaire et l'avait pressée de signer des documents qu'elle n'avait pas le droit de lire. Ce matin-là, Diana avait exigé une autre signature. Quand Ava a refusé, ils lui ont pris son téléphone et l'ont enfermée dans la chambre. Ruiz a demandé pourquoi elle n'avait pas appelé plus tôt. Grand-mère m'a regardé. Parce que j'avais besoin qu'il croie que Chloé ne savait rien. Brian a entendu cela depuis le couloir, son expression s'est durcie. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand-mère ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, elle m'a demandé de récupérer le pot de fleurs en céramique bleue sur le porche. À l'intérieur de son double fond, j'ai trouvé une petite clé en laiton et une carte pliée portant le nom d'un avocat spécialisé en droit des aînés, Léo Marston. Au dos, de l'écriture de ma grand-mère, il y avait 3 numéros de compte et une phrase. Si le code est utilisé, ouvre la boîte rouge avant que quiconque ne puisse l'expliquer et le minimiser. Diana s'est jetée sur la carte. L'officier Grant l'a arrêtée avant qu'elle ne m'atteigne. Le mouvement a été assez rapide pour exposer ce que sa voix calme avait caché. Elle ne s'inquiétait pas de la confusion de grand-mère. Elle était terrifiée par l'information. Les ambulanciers ont recommandé d'emmener Ava à l'hôpital. Ruiz a dit à mes parents qu'Ava partait volontairement, et que toute interférence pourrait conduire à une arrestation. Brian s'est tourné vers moi, son visage dur d'incrédulité. Tu as fait venir la police dans la maison de ta propre famille. Non, ai-je dit, c'est grand-mère qui les a fait venir, quand vous avez rendu cette maison dangereuse. Alors qu'il la transportait vers l'ambulance, Ava a attrapé ma main. Sa prise était faible, mais ses yeux étaient clairs. La boîte rouge n'est pas dans cette maison, a-t-elle murmuré. Et Kevin ne doit pas savoir que tu as trouvé la clé. Kevin était mon jeune frère, l'enfant que mes parents louaient comme étant tout ce que je n'étais pas. Il s'occupait des impôts de grand-mère. Il avait accès à ses comptes. Et jusqu'à ce moment, je n'avais pas su s'il les aidait, ou s'il était la personne que grand-mère craignait le plus. À l'hôpital, grand-mère a été placée dans une chambre privée pendant qu'un travailleur social documentait l'hématome et lui posait les mêmes questions de différentes manières. En quelle année étions-nous? Qui était le président? Pourquoi était-elle venue à l'hôpital? Qui contrôlait son argent? Ava a répondu clairement, jusqu'à ce que le travailleur social lui demande si elle faisait confiance à son fils. Alors, elle a regardé vers la porte fermée et a dit, « Je lui ai fait confiance pour ma convalescence. » Il a traité cette confiance comme un chèque en blanc. J'étais assise à côté de son lit, me remémorant le visage de mon père quand il l'a entendu mentionner la boîte rouge. L'expression me rappelait la nuit où j'ai quitté la maison à 18 ans. J'étais rentrée tard d'un entretien pour une bourse, et j'avais trouvé ma valise sur le porche. Brian m'avait accusé de l'humilier en postulant à une université qu'il ne pouvait pas contrôler. Diana se tenait derrière lui et disait que le silence m'apprendrait la gratitude. Grand-mère est arrivée avant minuit, a chargé ma valise dans sa voiture, et m'a donné un endroit où dormir. Elle ne m'a jamais dit de leur pardonner. Elle m'a dit de devenir assez indépendante pour que leur approbation ne puisse plus fonctionner comme une laisse. Des années plus tard, après avoir enquêté sur une affaire impliquant une assurée plus âgée dont le neveu avait volé son identité, grand-mère et moi avons créé notre code d'urgence. Les roses bleues étaient ses fleurs préférées,
et « Summer » signifiait danger. Nous avions répété exactement ce que je devais faire. Appeler pour une vérification de bien-être, éviter de prévenir l'abuseur présumé, préserver les messages, et la laisser parler pour elle-même. J'avais espéré que ce plan resterait une de ces promesses prudentes que les familles font et n'ont jamais besoin d'utiliser. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait insisté. Mon téléphone a sonné avant que le médecin ait fini de l'examiner. Le nom de Kevin est apparu à l'écran. J'ai répondu sans mentionner la clé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé. Sa voix était basse, maîtrisée, et bien plus effrayante que des cris. « Papa dit que tu as traîné grand-mère hors de sa propre maison avec la police. Grand-mère a demandé de l'aide. Elle est confuse. Elle connaissait notre code de détresse privée. Il y a eu une pause. Tu as toujours voulu être l'héroïne, Chloé. Ne transforme pas ça en une de tes affaires. » L'appel s'est terminé avant que je puisse lui demander où il était. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu un email d'un cabinet d'avocats représentant mes parents. Il prévoyait de demander une tutelle d'urgence sur Ava, affirmant qu'elle manquait de capacité et que j'avais exploité sa paranoïa. En pièce jointe, il y avait un projet de requête me décrivant comme financièrement instable, émotionnellement versatile, et éloigné de la famille. Le dossier incluait des déclarations de Brian, Diana et Kevin. Pendant des années, être traité d'inutile m'avait blessé, car une partie de moi espérait encore que mes parents regarderaient un jour d'assez près pour découvrir qu'ils avaient tort. La lecture de cette requête a changé la nature de la blessure. Leur mépris n'était plus seulement cruel. Il était devenu une arme juridique. Ils essayaient de transformer l'identité qu'ils avaient inventée pour moi en preuve. Vous êtes-vous déjà demandé combien de mensonges familiaux ne survivent que parce que la personne ciblée a trop honte pour les contester? J'avais eu honte pendant des années. Cet après-midi-là, j'ai arrêté. J'ai appelé Léo Marston. Il a répondu à la deuxième sonnerie et m'a dit d'apporter la clé en laiton à son bureau après l'évaluation de la capacité de grand-mère. Il n'avait pas l'air surpris. Ava m'a demandé de ne pas vous contacter à moins qu'elle n'active le code. Elle voulait que votre réaction soit authentique, et leur comportement, non surveillé. Le bureau de Léo occupait le deuxième étage d'un palais de justice reconverti près du centre-ville. Mon amie Sophia Reed m'a rejointe dans le hall. Elle travaillait en informatique légale et m'avait aidé sur des affaires d'assurance impliquant des documents altérés et des transferts cachés. Contrairement à ma famille, elle savait exactement ce que je faisais dans la vie. Elle savait aussi quand ne pas me réconforter avec des promesses vides. Si Kevin a signé leur requête, a-t-elle dit alors que nous montions les escaliers, part du principe que chaque compte qu'il a touché est compromis. Léo a verrouillé la porte de son bureau derrière nous et a posé une boîte en acier rouge sur la table de conférence. Ma clé correspondait à la serrure. À l'intérieur se trouvaient des copies du testament original d'Ava, des évaluations médicales confirmant sa compétence, des relevés bancaires, des titres de propriété, et une chronologie manuscrite commençant 8 mois plus tôt. Chaque entrée enregistrait une restriction imposée par mes parents. Courrier intercepté, rendez-vous annulé, bijoux manquants, retraits inexpliqués, menaces déguisées en sollicitude. La dernière page listait 186 400 $ transférés de l'épargne d'Ava vers une société à responsabilité limitée contrôlée par Brian et Diana. Sous les papiers se trouvait un enregistreur vocal et une enveloppe scellée à mon nom. J'ai ouvert l'enveloppe en premier. Chloé, si tu lis ceci, c'est qu'ils sont passés de la persuasion à la force. Ne me sauve pas en devenant imprudente. Suis les preuves. Fais confiance à Sophia. Fais confiance à Léo. Ne fais pas confiance à Kevin tant qu'il ne t'a pas parlé du compte du sous-sol. Sophia a lu la dernière ligne 2 fois. Le visage de Léo s'est crispé. Aucun document dans la boîte ne mentionnait de compte du sous-sol. J'ai rappelé Kevin, mais je suis tombée directement sur sa messagerie vocale. Puis l'enregistreur s'est mis en marche. La voix de ma mère a rempli la pièce, calme et sans équivoque. Une fois la tutelle approuvée, elle pourra protester autant qu'elle veut. Personne n'écoute une vieille femme après que le tribunal l'ait déclarée incompétente. Mon père a répondu, et Chloé nous aidera sans le savoir. Chaque fois qu'elle perd son sang-froid,
Elle prouve notre version des faits. J'ai arrêté l'enregistrement. Il ne m'avait pas simplement sous-estimé. Il m'avait provoqué intentionnellement, collectant mes réactions, et attendant que je me comporte exactement comme il m'avait décrite. La prochaine confrontation ne pouvait pas être émotionnelle. Elle devait être conçue comme une enquête, et cette fois, c'est moi qui déciderais de ce qu'il verrait. Nous avions 22 heures avant l'audience de tutelle d'urgence. Léo a réparti le travail avec la précision de quelqu'un qui comprenait que la panique fait perdre du temps. Il déposerait l'évaluation médicale d'Ava, demanderait un tuteur ad litem indépendant, et solliciterait un gel immédiat des comptes contestés. Sophia authentifierait les fichiers audio et comparerait les documents altérés avec les originaux. Je construirais une cartographie des transactions montrant où l'argent de grand-mère était allé. La seule mission d'Ava était de se reposer, et de dire la vérité avec ses propres mots. Mes parents n'ont pas attendu le tribunal. À 18h15 ce soir-là, Diana est arrivée à l'hôpital avec un spécialiste de la mémoire privée et a exigé l'accès à Ava. L'infirmière a refusé, car grand-mère avait retiré mes 2 parents de sa liste de visiteurs. Diana s'est alors tenue dans le couloir, là où une caméra de sécurité pouvait la voir, et a commencé à pleurer. Elle a dit que j'avais monté une vieille femme contre sa famille. Brian a filmé la scène sur son téléphone, me demandant pourquoi je cachais grand-mère si je n'avais rien à craindre. Le stratagème était évident. Il voulait de la colère. Il voulait une voix qui s'élève, un pas menaçant. Tout ce qu'il pourrait rediffuser sans contexte. La jeune fille de 18 ans que j'étais aurait crié à s'en faire mal à la gorge. La femme de 35 ans que j'étais a sorti sa carte d'identité, a déclaré qu'Ava avait demandé de l'intimité, et a demandé à la sécurité de l'hôpital de documenter la tentative de contact. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas défendu mon enfance. Je ne leur ai pas donné la version de moi qu'ils avaient préparée. Brian s'est approché assez près pour que je sois la seule à l'entendre. Tu penses que porter un badge d'une compagnie d'assurance te rend importante ? Ce n'est pas un badge, ai-je dit, et l'importance n'a rien à voir avec ça. On peut te faire évaluer aussi. Léo ne peut pas protéger quelqu'un d'instable. Pendant un instant, le couloir a disparu, et j'avais de nouveau 18 ans, debout à côté de ma valise pendant qu'il m'expliquait que la désobéissance était une preuve d'ingratitude. Le souvenir est arrivé avec une bouffée de chaleur, mais je l'ai laissé passer sans lui obéir. C'était la différence entre se souvenir de la douleur et être contrôlé par elle. Menace notée, ai-je répondu. Ses yeux se sont tournés vers la caméra. Il s'attendait à une dispute, et il a obtenu un rapport. Le lendemain matin, l'audience a eu lieu dans une petite salle de tribunal qui sentait le papier et le vieux café. Mes parents étaient assis derrière leur avocat dans des vêtements chers, se présentant comme des aidants responsables. Kevin était assis au 2e rang, les mains jointes. Il ne m'a pas regardé. Grand-mère est apparue par vidéo depuis l'hôpital, alerte et calme. Leur avocat a commencé en me décrivant comme une fille éloignée de sa famille, avec un emploi irrégulier et un historique de conflit. Il a dit que j'étais revenue soudainement après des années de contact limité, que j'avais retiré Ava de sa maison, et que je m'étais positionnée pour influencer sa succession. Brian baissait la tête aux moments opportuns. Diana s'essuyait les yeux. Kevin a soumis une déclaration signée affirmant qu'il avait observé une confusion croissante chez grand-mère lors de leur réunion fiscale. Puis Léo s'est levé. Il a présenté l'évaluation récente de la capacité d'Ava, ses documents de succession originaux, le rapport de l'hôpital, les photographies de la serrure extérieure, et le message de détresse authentifié. Il a expliqué que je n'avais pris le contrôle d'aucun compte et que je n'étais pas désigné comme l'agent financier d'Ava. Finalement, il a corrigé la description de mon emploi. Mademoiselle Anderson n'est pas employée de manière occasionnelle. Elle est examinatrice principale des enquêtes spéciales, avec 12 ans d'expérience dans la fraude financière, les indicateurs d'exploitation des personnes âgées, l'analyse de documents, et les signalements coordonnés aux forces de l'ordre. Elle a fourni des témoignages sous serment dans 6 procédures civiles et 2 poursuites pénales. Mon père s'est tourné vers moi si rapidement que sa chaise a grincé. La bouche de Diana s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Leur avocat a demandé si j'avais caché ma carrière à ma famille.
Léo a répondu avant que je ne le puisse. Ils n'ont pas demandé. Plus important encore, son CV ne détermine pas la compétence ou le consentement de mademoiselle Ava Anderson. Cette distinction était importante. Je ne voulais pas gagner parce que j'avais enfin prouvé que j'étais impressionnante. Grand-mère méritait d'être protégée, même si j'avais vraiment été sans emploi, incertaine ou ordinaire. L'abus ne devient pas acceptable lorsque le témoin manque de qualifications prestigieuses. La juge a rejeté la demande de tutelle immédiate de mes parents. Elle a nommé un fiduciaire temporaire neutre, a interdit toute modification de la succession d'Ava, a ordonné la préservation de tous les dossiers financiers, et a interdit à Brian et Diana de la contacter en dehors de son avocat. Mais la victoire était incomplète. Leur avocat a révélé qu'un prêt sur valeur domiciliaire, garanti par la propriété de grand-mère, devait être financé à 16h cet après-midi-là. Le prêteur avait reçu une procuration portant la signature d'Ava. Si le document était accepté, 240 000 $ supplémentaires pourraient disparaître avant que le gel n'atteigne toutes les institutions. J'ai vérifié l'heure. Nous avions 3h17. À l'extérieur de la salle d'audience, Brian a finalement perdu son expression policée. « Tu gâches toujours tout », a-t-il dit. J'ai presque ri de la familiarité de cette phrase. Quand j'étais impuissante, j'étais inutile. Maintenant que j'étais efficace, j'étais destructrice. L'accusation changeait chaque fois que le contrôle changeait. Kevin est passé sans un mot. 10 minutes plus tard, alors que Léo appelait le service juridique du prêteur, un message est apparu d'un numéro inconnu. Il contenait la photographie d'un classeur gris dans le sous-sol de grand-mère et 6 mots, tiroir du bas, faux fond, viens seul. Sophia a étudié l'image. Ça pourrait être Kevin qui nous aide, ou qui m'attire quelque part sans témoin. Un autre message est arrivé. Le compte du sous-sol n'est pas un compte bancaire. C'est comme ça que papa appelle les dossiers qu'il pense que personne ne trouvera jamais. Le transfert du prêt immobilier était toujours en cours. L'ordonnance du tribunal n'avait pas encore atteint le prêteur. Mes parents savaient que nous nous rapprochions. Et la seule personne offrant un raccourci était le frère qui venait de témoigner contre grand-mère. Je n'y suis pas allée seule. C'était la première règle que mes parents n'avaient jamais comprise à propos du travail d'enquête. Le courage n'est pas la même chose que de se rendre facile à piéger. Grand-mère m'a donné l'autorisation écrite d'entrer dans sa propriété. Léo a prévenu le sergent Ruiz, et Sophia a attendu dans une voiture de l'autre côté de la rue avec un lien de localisation en direct. Ruiz ne pouvait pas perquisitionner sans mandat, mais elle a accepté de rester à proximité pendant que les détectives examinaient les preuves financières. La maison semblait ordinaire à mon retour, ce qui rendait la serrure extérieure sur la porte de la chambre d'amis encore plus obscène. L'abus s'annonce rarement avec des fenêtres brisées et des avertissements spectaculaires. Parfois, il vit derrière des rideaux propres, des photos de famille, et des explications qui semblent raisonnables, jusqu'à ce que quelqu'un les vérifie. Le sous-sol sentait le béton humide et la lessive. J'ai trouvé le classeur gris derrière des décorations de Noël empilées. Le tiroir du bas semblait vide, mais le panneau métallique à l'arrière a bougé quand j'ai appuyé sur un coin. Derrière, il y avait 3 classeurs, un ordinateur portable, un tampon de notaire, et un scanner de documents portables. Un classeur contenait des copies des relevés bancaires d'Ava avec des notes manuscrites montrant des transferts vers des sociétés que je reconnaissais de notre cartographie des transactions. Un autre contenait des formulaires d'autorisation médicale vierge et plusieurs pages portant des versions entraînées de la signature de grand-mère. Le 3e était étiqueté « Imprévus familiaux ». À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés discutant de la manière de gérer chaque personne qui pourrait interférer. Une page décrivait l'amie la plus proche de grand-mère comme « facile à décourager ». Une autre proposait de dire à son église qu'elle était devenue paranoïaque. Ma page était plus longue. Brian avait listé de vieilles disputes, des périodes où je travaillais hors de l'État, et chaque insulte qui m'avait déjà fait réagir. En bas, Diana avait écrit « Continuez à la traiter d'incapable. Elle a besoin de faire ses preuves, et les gens qui ont besoin de faire leurs preuves font des erreurs. » J'ai lu la phrase 2 fois. C'était douloureux, mais c'était aussi clarifiant. Leurs mots n'avaient jamais été négligents.
Ils avaient étudié ma blessure, et appuyaient dessus chaque fois qu'ils avaient besoin de contrôle. Une latte de plancher a grincé au-dessus de moi. J'ai fermé le classeur et envoyé notre signal d'urgence à Sophia. Des pas ont descendu lentement. Kevin est apparu en bas des escaliers, tenant ses deux mains là où je pouvais les voir. « Tu as amené quelqu'un » a-t-il dit. « Tu m'avais dit de venir seul. » J'avais besoin de savoir si tu agissais toujours avant de réfléchir. Cette version de moi existe principalement dans les dossiers de papa. Il a tressailli. Pour la première fois, il ressemblait moins à l'enfant prodige et plus au petit frère qui attendait devant ma chambre après les disputes de nos parents. Il s'est assis sur la marche la plus basse et m'a dit que le « comte du sous-sol » avait commencé comme le surnom de Brian pour les dossiers qu'il gardait hors des ordinateurs. Kevin l'avait découvert en préparant les impôts de grand-mère. À ce moment-là, il avait déjà aidé à créer 2 sociétés à responsabilité limitée, car Brian prétendait qu'elles faisaient partie d'une stratégie de succession. Quand Kevin a remis en question les transferts, Diana lui a rappelé que son cabinet comptable avait traité les déclarations. S'il les dénonçait, il pourrait perdre sa licence et faire l'objet d'une enquête. « Alors, tu as signé leur déclaration de tutelle » ai-je dit. J'ai répété ce qu'ils m'ont dit. J'ai bien vu grand-mère oublier des choses, mais j'ai ignoré chaque fois où elle était lucide, parce que ça rendait mon rôle plus facile à vivre. Pourquoi l'avertir à propos de la boîte ? Ce n'est pas moi. Elle m'a surpris en train de copier ses dossiers. Je pensais qu'elle allait me dénoncer. Au lieu de ça, elle a dit qu'il me restait encore du temps pour décider quel genre d'homme je voulais être. Kevin a ouvert l'ordinateur portable. Le mot de passe était une date que seule notre famille connaissait. Le jour où grand-mère nous a accueillis tous les deux après que Brian m'ait mis à la porte. Sur le disque dur se trouvaient des actes de propriété scannés, des testaments modifiés, des enregistrements de sessions de notaire à distance, et une feuille de calcul suivant 426 000 $ pris ou engagés contre les actifs d'Ava. La dernière colonne listait les paiements prévus après le financement du prêt immobilier, dette de carte de crédit, un véhicule de luxe, le prêt commercial de Kevin, et un acompte sur un condominium en Floride. Son nom était là. Il n'avait pas seulement été menacé. Il s'attendait à en bénéficier. « Dis-moi toute la vérité » ai-je dit. Pas la version qui te rend pardonnable. Il a admis avoir accepté 38 000 $. Il a affirmé qu'il prévoyait de les rembourser, mais le calendrier prouvait le contraire. J'ai senti la colère monter, non seulement parce qu'il avait trahi grand-mère, mais parce qu'une partie stupide de moi avait voulu une relation fraternelle épargnée par nos parents. Pardonneriez-vous à quelqu'un qui n'a finalement dit la vérité qu'après avoir réalisé que le mensonge pourrait aussi le détruire ? Je ne savais pas. Je savais seulement que le pardon et la responsabilité n'étaient pas opposés. J'ai appelé Léo. Kevin a engagé un avocat distinct et a accepté de remettre l'ordinateur portable, de témoigner sur les sociétés écrans, et de fournir les identifiants d'accès. En échange, les procureurs décideraient plus tard si sa coopération justifiait une clémence. Personne n'a promis l'immunité. À 15h41, Léo a envoyé au prêteur la preuve que la procuration avait été falsifiée, et que le sceau de notaire trouvé au sous-sol correspondait à celui du dossier de prêt. Le prêteur a suspendu le financement 19 minutes avant la date limite. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Brian ne m'a pas salué. Tu es allé dans ce sous-sol. La maison appartient à grand-mère. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Derrière sa voix, j'entendais Diana crier et des tiroirs claquer. Il savait que le transfert avait échoué. Il savait aussi que quelqu'un avait révélé le classeur. Puis Brian a baissé la voix. Rapporte l'ordinateur avant 18h, ou ta grand-mère apprendra ce qui arrive quand les familles choisissent leur camp. La menace était assez vague pour être niée, et assez spécifique pour être comprise. J'ai enregistré l'appel, l'ai transféré à Ruiz, et j'ai regardé Kevin. Il a murmuré, ils ont une autre copie, et ce soir, ils rencontrent la personne qui les a aidés à la créer. La réunion était prévue pour 20h ce soir-là. Kevin avait appris le lieu d'un message que Diana avait envoyé avant de réaliser qu'il avait changé de camp.
Mes parents prévoyaient de rencontrer Miles Voss, le notaire mobile dont le sceau apparaissait sur la procuration falsifiée. Ils croyaient que Kevin avait toujours l'ordinateur portable et voulaient qu'il l'échange contre assez d'argent pour disparaître avant que l'enquête ne s'élargisse. À 18h, les détectives ont obtenu un mandat de perquisition basé sur les signatures falsifiées, les dossiers du sous-sol, et la menace enregistrée de Brian. Comme grand-mère était propriétaire de la maison, elle a également consenti à l'enregistrement des espaces communs. Le sergent Ruiz m'a demandé de rester au véhicule de commandement. J'ai refusé d'interférer avec le travail de la police, mais j'ai aussi refusé de laisser Kevin les affronter sans quelqu'un qui comprenait les documents. Nous avons trouvé un compromis. Je serais assise dans la salle à manger, visible et non armée, pendant que les officiers surveilleraient depuis les pièces voisines. 2 heures avant la réunion, Sophia a cloné l'ordinateur portable et a créé une copie inoffensive ne contenant que les fichiers que la police voulait que mes parents discutent. 1 heure avant, Léo a passé en revue chaque question que Kevin pouvait poser en toute sécurité sans avoir l'air de réciter. 30 minutes avant, grand-mère a appelé du centre de rééducation. « Je veux être là », a-t-elle dit. « Non. » La réponse est sortie trop vite. J'ai entendu ma propre peur déguisée en autorité. « Chloé, me protéger ne signifie pas décider pour moi. » Ça m'a arrêtée. Mes parents avaient justifié chaque restriction en prétendant que c'était pour sa sécurité. Je ne pouvais pas imiter leur contrôle simplement parce que mes intentions étaient meilleures. Ruiz a pris des dispositions pour que grand-mère attende avec un défenseur des victimes dans une pièce sécurisée jusqu'à ce que la scène soit stable. À 19h58, Brian et Diana sont entrés par la porte de derrière. Miles a suivi, portant une mallette en cuir. Ils ont trouvé Kevin à table avec la copie de l'ordinateur portable, et moi assise en face de lui. Le visage de Diana s'est crispé. Pourquoi est-elle ici ? Parce que je sais ce que signifient les fichiers, ai-je dit. Brian a ri, mais le son manquait de confiance. Notre petite employée d'assurance se sent enfin importante. Kevin a posé des questions sur le prêt immobilier. Miles a dit que le prêteur avait paniqué, mais qu'il pouvait préparer un nouveau dossier en utilisant un nouveau certificat de capacité. Diana a répondu qu'une fois la tutelle approuvée, les objections d'Ava deviendraient sans importance. Brian a admis que les signatures avaient été entraînées et a dit à Kevin de détruire les classeurs du sous-sol après avoir reçu le paiement. Chaque déclaration a été clairement captée par l'enregistrement. Puis Diana a remarqué la minuscule hésitation avant que Kevin ne réponde. Elle est passée derrière lui, a vu la sueur à son col, et a refermé l'ordinateur portable d'un coup sec. « Tu portes un micro. » Brian a attrapé l'ordinateur. Miles s'est dirigé vers la porte. Avant que quiconque ne s'échappe, des officiers sont entrés depuis le couloir et la cuisine, ordonnant aux 3 de montrer leurs mains. Diana s'est figée. Miles a laissé tomber sa mallette. Brian m'a regardé droit dans les yeux, pas encore effrayé, mais furieux que la personne qu'il considérait comme inutile soit devenue la seule variable qu'il ne pouvait pas contrôler. « Tu as piégé tes propres parents ?» a-t-il dit. « Non. » Une voix a répondu depuis l'embrasure de la porte. « C'est moi. » Grand-mère est entrée en fauteuil roulant, avec Ruiz à ses côtés. Elle portait le même cardigan que dans la pièce verrouillée, mais maintenant ses épaules étaient droites. Dans sa main se trouvait le pendentif d'alerte médicale que Diana avait qualifié d'accessoire de vieille femme. « Vous avez mal compris une chose, » a dit Ava. « Chloé n'a jamais été mon plan de sauvetage. Elle était le témoin en qui j'avais confiance pour terminer le mien. Le pendentif était plus qu'un simple dispositif d'alerte médicale. 6 mois plus tôt, après que grand-mère eut remarqué le premier retrait non autorisé, Léo avait mis en place un système d'enregistrement légal à l'intérieur de sa propre maison, et une archive sécurisée qui recevait des copies chaque fois qu'elle appuyait sur le bouton latéral. Elle avait enregistré Brian la cochant avant un rendez-vous médical. Diana menaçant de la traiter de sénile si elle contactait ses amis. Kevin admettant qu'il avait créé les sociétés écrans. Et Miles expliquant comment il pouvait antidater les notarisations. Le message des roses bleues n'avait pas commencé l'enquête. Il avait activé sa phase finale. Brian a essayé de parler par-dessus elle, mais Ruiz lui a ordonné de garder le silence.
Diana a pointé du doigt grand-mère. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Ava a soutenu son regard. Vous n'avez pas sacrifié vos vies. Vous avez essayé d'en acheter de meilleures avec la mienne. Miles a demandé un avocat. Kevin a suivi les instructions de l'officier. Brian m'a dévisagé comme si une seule phrase cruelle pouvait restaurer l'ancienne hiérarchie. Tu n'étais rien avant qu'elle ne te remplisse la tête avec ça. Tu ne seras rien quand ce sera fini. Pendant des années, ces mots m'auraient envoyé chercher des réussites à placer entre nous comme une armure. Cette nuit-là, j'ai compris que prouver ma valeur à ses yeux le maintiendrait au centre de ma vie. Quand ce sera fini, ai-je dit, grand-mère sera libre. C'est suffisant. L'enquête s'est poursuivie pendant des mois. Les experts comptables judiciaires ont retracé 426 000 $ d'actifs volés, transférés ou engagés. Les experts ont confirmé les signatures falsifiées. Les dossiers hospitaliers ont corroboré le récit de grand-mère sur l'isolement et la contrainte. Les enregistrements ont établi l'intention, tandis que les fichiers du sous-sol ont montré la planification. La tentative de mes parents de tout qualifier de malentendu s'est effondrée, car leurs propres notes reliaient chaque mensonge. Kevin a plaidé coupable d'exploitation financière et de falsification de documents commerciaux. Il a renoncé à sa licence de comptable, a rendu l'argent, a coopéré avec les procureurs, et a reçu une assignation à résidence, une probation, des travaux d'intérêt général, et une ordonnance de restitution. Certains parents l'ont qualifié de courageux. D'autres voulaient la prison. J'ai vu un homme qui a fait des choix rentables jusqu'à ce que le coup le rattrape, puis a finalement fait un choix honnête. Le fait que je lui pardonne ou non change de jour en jour. Miles a perdu sa commission de notaire et a été condamné à la prison après que les enquêteurs l'aient lié à d'autres fraudes successorales. Diana a plaidé coupable peu avant le procès et a écopé de 5 ans. Brian est allé jusqu'au procès, affirmant que grand-mère lui avait tout donné en cadeau et que j'avais fabriqué l'affaire. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Il a été reconnu coupable d'exploitation de personnes âgées, de faux et usage de faux, de tentative de vol, de séquestration illégale, et d'intimidation de témoins. Il a reçu 8 ans. Le tribunal a annulé le testament modifié, a rejeté les réclamations des sociétés écrans, et a ordonné que les actifs achetés avec l'argent de grand-mère soient vendus pour restitution. Brian a perdu son poste au conseil d'administration d'une fondation communautaire. Le condominium en Floride a disparu. La voiture de luxe a été saisie. L'avenir qu'ils avaient conçu avec les économies de grand-mère est devenu le moyen de la rembourser. Avant le prononcé de la sentence, j'ai reçu des lettres de chacun d'eux. Diana a écrit que les familles ne devraient pas se détruire pour de l'argent. Brian a écrit que j'avais enfin prouvé que j'étais capable, puis m'a demandé de blâmer Diana. Même leurs excuses exigeaient quelque chose. Aucun n'a demandé comment le poignet de grand-mère avait guéri, ou ce que l'on ressentait à être enfermé dans sa propre chambre. Je n'ai pas répondu. Grand-mère a choisi une petite maison accessible près de la mienne après avoir visité 6 endroits. Elle a repris ses déjeuners avec ses amis, a engagé un fiduciaire indépendant, et a créé un fonds aidant les personnes âgées à obtenir des examens juridiques avant de signer des procurations. Au premier anniversaire de l'appel de détresse, elle a planté des roses bleues à côté de son porche. Je m'étais toujours imaginée comme la fille abandonnée qu'Ava avait sauvée. Je comprenais maintenant qu'elle ne m'avait pas sauvée en contrôlant mes choix. Elle m'avait donné un endroit sûr à partir duquel je pouvais les faire. C'est pourquoi son plan a fonctionné. Elle ne m'a pas demandé de devenir une arme. Elle m'a fait confiance pour rester disciplinée quand la colère aurait été plus facile. Les gens appellent ce qui s'est passé une vengeance. Je comprends pourquoi. Mes parents se sont moqués de mon travail, ont construit un dossier autour de ma prétendue inutilité, et ont vu ces mêmes compétences d'enquête démanteler tout ce qu'ils avaient volé. Pourtant, le moment le plus satisfaisant n'a pas été les menottes ou les peines. C'était de regarder grand-mère déverrouiller sa nouvelle porte d'entrée, mettre la clé dans son sac à main, et décider qui était le bienvenu. La vraie vengeance n'était pas de les faire se sentir petits. C'était de s'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais la rendre impuissante. J'ai arrêté d'expliquer ma carrière aux parents qui n'avaient jamais posé de questions.
J'ai arrêté de traiter la réussite comme un appel à l'amour parental. Je suis aussi devenue plus attentive aux signaux discrets que les familles ignorent. Une visite annulée, un compte modifié, une personne âgée qui regarde quelqu'un d'autre avant de répondre. Des preuves précieuses se cachent souvent dans des comportements ordinaires, tout comme le courage se cache souvent chez des personnes que les autres rejettent. Alors, dites-moi honnêtement, si quelqu'un n'avouait qu'après avoir été pris, lui pardonneriez-vous, comme j'essaie encore de pardonner à Kevin? Et les peines de Brian et Diana étaient-elles suffisantes? Ou certaines trahisons devraient-elles coûter aux gens la famille qu'ils ont essayé de contrôler? Le pardon me libérera peut-être un jour de la colère, mais il n'exigera jamais de rouvrir la porte.